Aujourd'hui, on va explorer une idée fascinante. Comment nos pensées façonnent notre réalité. Et surtout comment on peut reprendre le contrôle, briser les vieux schémas pour consciemment bâtir la vie que l'on désire. C'est un véritable voyage au cœur de notre cerveau. Allez, c'est parti. Cette citation du docteur Joe Dispenza, elle est incroyablement puissante, elle frappe fort, parce qu'elle nous rappelle qu'une seule pensée, si on la laisse tourner en boucle, peut littéralement construire ou détruire notre monde. C'est vraiment le point de départ de tout. Regardez bien ce chiffre, 90%. C'est énorme, non? Il représente quelque chose de fondamental sur notre fonctionnement de tous les jours, un automatisme si profond qu'on n'en a même pas conscience. Mais qu'est-ce qu'il signifie au juste? Eh bien voilà la réponse. 9 de nos pensées sur 10 aujourd'hui sont juste des rediffusions. Ça veut dire qu'on fonctionne en grande partie avec un vieux logiciel, celui d'hier, d'avant-hier. On rejoue les mêmes scènes, les mêmes inquiétudes, les mêmes limites, jour après jour. Et ça, c'est la question qui tue. Si nos pensées sont les plans de notre avenir et que la plupart sont juste des copier-coller du passé, est-ce qu'on est vraiment en train de construire quelque chose de nouveau ou est-ce qu'on est juste condamné à revivre sans cesse les mêmes choses? Pour comprendre comment s'en sortir, il faut d'abord piger la mécanique du piège. Comment une simple pensée arrive à nous coincer dans une boucle qui a l'air indestructible. Jetons un œil à la science qui se cache derrière tout ça. Ce principe, c'est la base de tout en neurosciences. Imaginez que le cerveau est une forêt dense. Chaque pensée, c'est comme un pas qui trace un petit sentier. Si on repasse par le même sentier encore et encore, il se creuse. Les neurones concernés renforcent leur connexion et ce qui n'était qu'un sentier devient une autoroute. La pensée devient alors automatique, un réflexe, on n'a même plus besoin d'y penser. Et voilà comment cette autoroute neuronale nous enferme. Tout part d'une pensée. Disons, je ne suis pas à la hauteur. Cette pensée mène à un choix, comme ne pas prendre la parole en réunion. Ce choix devient un comportement. On se tait, on reste en retrait. Ce comportement crée une expérience, celle de ne pas être entendu, qui produit une émotion, de la frustration, le sentiment de ne pas avoir de valeur. Et cette émotion, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle déclenche la pensée initiale. Et la boucle est bouclée. C'est là qu'est le vrai conflit intérieur, la grande bataille. C'est l'histoire du cavalier et de son éléphant. Le cavalier, c'est notre esprit conscient, ces petits 5% qui décident « Ok, demain j'arrête ». Il a la vision, il sait où aller. Mais l'éléphant, c'est notre corps, les 95% du subconscient. Il est énorme, puissant et il avance par habitude. Il est accro aux cocktails chimiques familiers, même s'il s'agit de tristesse ou d'anxiété. Alors, quand le cavalier veut aller à droite et que l'éléphant par habitude charge à gauche, à votre avis, qui gagne le plus souvent? D'accord, si le corps est une force si colossale, comment on fait pour reprendre les rênes? Comment faire en sorte que l'éléphant suive le cavalier? C'est tout à fait possible, mais ça demande une méthode claire et une sacrée volonté. Le processus est souvent décrit avec une métaphore très parlante, la traversée d'une rivière. C'est un voyage qui demande du courage, de la conscience, pour passer de la rive du passé à celle du futur. Tout commence par ça, allumer la lumière. On ne peut pas changer un programme qui tourne en arrière-plan si on ignore qu'il existe. Il faut donc apprendre à s'observer soi-même, à attraper en flagrant délit cette pensée négative qui pop, cette réaction émotionnelle qui part au quart de tour et juste se dire « Ah te voilà, je te vois ». Cette citation, elle est parfaite pour illustrer pourquoi c'est si dur de changer. Le corps est devenu l'esprit. Il exécute le programme sans même demander l'avis du patron. La lutte, ce n'est donc pas juste contre une idée, mais contre un programme physique, chimique, qui est ancré en nous. Et ça, c'est le moment critique. C'est au milieu de cette rivière que la plupart des gens abandonnent. Cet endroit est inconfortable parce qu'il est inconnu. Le corps, en manque de ses émotions habituelles, hurle de faire demi-tour pour retourner sur la rive qu'il connaît. C'est là que ça devient difficile. Mais traverser cette rivière, ce n'est pas éviter de tomber à l'eau, c'est accepter l'inconfort, se relever et continuer à nager vers l'autre rive. C'est précisément là que la magie opère. Concrètement, la manœuvre, c'est ça. D'abord, on intercepte la pensée automatique et on lui dit non. Ensuite, on respire et on supporte la tempête chimique que le corps va déclencher pour protester. Puis, consciemment, on fait un nouveau choix. On pense une nouvelle pensée. C'est un pur acte de volonté où l'on dresse patiemment l'animal, notre corps, pour qu'il obéisse enfin à notre nouvelle conscience. Mais dire non au passé, ce n'est que la moitié du travail. Une fois qu'on a fait de la place, il faut la remplir avec autre chose. Il est temps d'arrêter de démolir l'ancienne personnalité pour commencer à construire activement la nouvelle. C'est l'un des outils les plus puissants qu'on ait. En gros, il s'agit de s'entraîner mentalement à être cette nouvelle personne, avant même que la vie ne nous teste. On décide à l'avance de qui on veut être, de comment on va réagir, de ce que l'on va ressentir. Et voilà pourquoi ça marche. C'est fou,
mais c'est de la pure science. Pour notre cerveau, une expérience qu'on imagine intensément, c'est comme si on l'avait vraiment vécue. En répétant mentalement un futur qu'on désire, on installe de nouveaux circuits neuronaux, de nouvelles autoroutes. On prépare notre cerveau et notre corps à fonctionner d'une nouvelle façon, comme si c'était déjà le cas. Pour résumer, la pratique se fait en 3 temps. On choisit et on installe intentionnellement de nouvelles croyances. On s'imagine dans des situations futures, en train d'agir différemment. Et le point le plus important, on apprend à notre corps à ressentir l'émotion de ce futur. On s'entraîne à ressentir la gratitude, la joie, la confiance, avant même d'avoir la preuve extérieure. Et cette diapo, c'est le grand basculement. C'est le passage d'une vie qu'on subit à une vie qu'on choisit. En mode réactif, on attend que le monde extérieur change pour enfin se sentir bien. En mode créatif, on inverse la formule. On cultive l'émotion du futur, maintenant, pour attirer les expériences qui correspondent. En bref, on arrête d'être la victime des circonstances pour devenir l'architecte de sa réalité. Alors, comment on intègre tout ça au quotidien? En voyant sa propre vie non pas comme une fatalité, mais comme un laboratoire. Une grande et passionnante expérience. Cette phrase, elle résume absolument tout. Ce n'est pas le monde qui nous arrive dessus qui nous définit. C'est notre personnalité, la somme de comment on pense, comment on agit et comment on se sent, qui filtre, interprète et, au final, crée notre expérience du monde. Le message est donc limpide. Si on veut une nouvelle réalité, une nouvelle vie, il faut d'abord devenir une nouvelle personne. Le changement ne viendra jamais de l'extérieur. Il doit absolument commencer à l'intérieur. C'est la seule règle du jeu. Et ça nous ramène à la question finale. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner en un jour, mais de commencer. De planter une seule graine. Alors quelle est cette unique pensée, cette seule croyance qu'on pourrait choisir de pratiquer dès aujourd'hui, pour commencer à recabler son cerveau et à créer son propre futur?